fait déjà un petit temps que ce thème et ce terme de burn-out des patients ou burn-out médical me trottent en tête, mais personne ne semble en parler de manière officielle ou rassemblée, entre guillemets, dans des podcasts ou ailleurs. En tapant « burn-out médical » dans Google, je tombe évidemment sur une multitude d'articles sur le burn-out des soignants et surtout pendant la pandémie, sur leurs conditions de travail. Tout cela est très important et c'est un vrai sujet dont il faut également parler, mais ce n'est pas le propos du jour. Du coup, j'ai tapé « burn-out des patients » et je suis rebelote tombée sur les mêmes articles. J'ai alors essayé « ras-le-bol des patients », « ras-le-bol de tout acte médical », « patient qui ne supporte plus tout acte médical », « patient qui ne supporte plus qu'on le perfuse, qu'on le touche, qu'on le découpe », « patient qui n'en peut plus ». Malheureusement, il n'y avait toujours pas d'article sur le sujet. Alors, j'ai décidé de vous en parler et pour cet épisode, j'ai invité Camille, que vous avez tous entendu dans l'épisode 42. 2 casquettes, 2 regards. Dans la seconde moitié du podcast, je lirai des témoignages de patients. Vous allez certainement vous reconnaître dans certains témoignages. Et Camille commentera en tant que soignante et en tant que patiente. Merci à Camille. Nous naissons princesses et nous devenons guerrières. Fermez les yeux. Ça vous parle ? Bonjour, je suis Delphine Rémy et je vous accueille sur le podcast Naître princesse, devenir guerrière. Vous entendrez ici des personnes inspirantes, des médecins, des philosophes qui, j'espère, vous feront du bien. Vous entendrez aussi des femmes, comme vous, comme moi, des super princesses et hyper guerrières. Elles gèrent et elles galèrent. Comme vous, comme moi. Elles s'écroulent parfois et elles se relèvent. Bonjour Camille. Bonjour. Merci 1000 fois d'avoir accepté de co-créer ce podcast avec moi. Tu as une double casquette qui est vraiment hyper précieuse. Et je suis heureuse qu'on se retrouve à nouveau dans ton appartement avec tous ces beaux bouquins de médecine. Là, j'ai gynécologie médicale, urgence, cancérologie. Enfin, ça fait une chouette petite table comme support pour mon micro. Et j'espère qu'on aura encore l'occasion de co-créer d'autres podcasts. Et moi aussi, j'espère. Voilà, c'est toujours un vrai plaisir d'échanger avec toi. Et aujourd'hui, on a quand même un sujet très important. En tout cas, merci de m'avoir invitée, Delphine, ça me fait très plaisir. Je vais juste me représenter un petit coup. Donc, moi, c'est Camille, je suis la créatrice du projet Draw Your Fight, que vous pouvez retrouver sur Instagram. Je suis aussi la étudiante en médecine depuis 5 ans. J'entre en 5e année de médecine à Paris. Et je souffre aussi d'une maladie chronique qui entraîne surtout chez moi des douleurs chroniques invalidantes et handicapantes au quotidien, ainsi que de la fatigue chronique, évidemment. Et donc, ça me fait très plaisir que Delphine m'ait invitée pour ce sujet du burn-out médical, parce que c'est vrai qu'on parle souvent du burn-out des soignants, mais on parle très peu de celui des patients, qui pourtant a déjà été étudié dans certaines études scientifiques. Certaines études scientifiques se sont intéressées au burn-out chez ceux qui affrontent la maladie, chez les patients. Et donc, ça me fait vraiment très plaisir d'aborder ce sujet avec toi aujourd'hui. Merci Camille. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous raconter quelques histoires personnelles pour illustrer le concept de burn-out des patients. Une infirmière a pointé le bout de son nez dans la salle d'attente. « J'appelle Madame Rémy. »« Oui, c'est moi. »« Bonjour Madame Rémy, le bloc numéro 2 est prêt, mais pas de panique. Il n'y a pas grand-chose à faire avant, je demanderai juste à l'anesthésiste d'installer la perf en salle d'op, parce que normalement c'est moi qui le fais avant, mais ils sont déjà prêts et ils vous attendent. Et puis, il y a beaucoup de monde aujourd'hui, donc on ne peut pas perdre trop de temps. » Oh pardon, 1000 excuses, je suis désolée, j'ai vu 14h45 sur la convocation, j'ai pas réalisé que la colonoscopie et la gastroscopie commençaient effectivement à 14h45. Vraiment toutes mes excuses. J'ai reçu quelques instructions et une question. Est-ce que vous donnez votre consentement pour ces 2 examens ? J'ai répondu oui, mais au fond de moi, je me disais, ai-je vraiment le choix ? Elle était super adorable et j'avoue que ça faisait du bien parce que le chemin vers la clinique Saint-Pierre m'a foutu le mouron. Je me demande combien de fois je l'ai emprunté depuis 3 ans. Cette montée vers ce bâtiment vétuste qui apparaît au loin me plonge de manière radicale dans un état comment, au fond ? Je peux pas dire dans le même état que pendant les chimios, où j'ai réellement développé une angoisse terrible de l'hôpital.
Je vais d'ailleurs vous lire un extrait de mon livre parce que je trouve que les circonstances dans lesquelles cette angoisse de l'hôpital est née sont importantes pour comprendre comment les traumas s'installent et s'inscrivent dans nos cellules. Et comme, dans ce podcast, nous parlons de burn-out des patients ou burn-out médical, de ce ras-le-bol d'être perfusé, découpé, scanné, trituré, ce ras-le-bol des hôpitaux, ce ras-le-bol des mauvaises nouvelles, parfois même cette angoisse terrible de la blouse blanche, je trouve que c'est important d'essayer de comprendre et de trouver l'origine de ce qui provoque ou ce qui a provoqué ces traumas dans notre corps pendant tous ces actes médicaux. Oui, c'est très intéressant, surtout je trouve que tu assistes souvent, en tout cas sur l'expression burn-out, qui en français se traduit par épuisement professionnel. Donc c'est souvent lié au monde du travail, mais on peut facilement se demander qu'est-ce qui peut permettre de poser ce mot aussi pour les patients, pour ceux qui affrontent la maladie. Et on l'a justement dans ton récit, en fait, tu nous donnes la réponse parce que tu nous montres vraiment que c'est l'accumulation de charges mentales liées à la maladie, au stress qu'elle entraîne et aux nombreux actes médicaux et obligations que l'on a à cause d'elle. Donc c'est vraiment une charge mentale énorme qu'on porte au quotidien et c'est comme un travail, quoi. C'est quotidien et c'est même pas 5 jours sur 7, c'est 7 jours sur 7 la maladie qu'on la vit. À force, elle peut finir par nous submerger. Merci Camille, c'est exactement ça. J'aurais vraiment aimé vous promettre que comprendre l'origine des traumas les fait disparaître sur le champ. Paf, volatiliser. Malheureusement, c'est pas toujours comme ça que ça se passe. Mais en revanche, mettre des mots sur les mots permet déjà de faire un grand pas vers un mieux-être. Il n'y a pas nécessairement toujours des traumas, parfois c'est juste un trop-plein, la goutte d'eau qui fait déborder le vase, un épuisement de tout acte médical, le corps qui n'en peut juste plus, ou la tête. Dans le cas de traumas ou d'événements qui ont été très marquants, ça peut être de toutes petites choses, pourtant anodines, mais qui ont un impact énorme sur nos vies, et surtout qui gagnent en puissance chaque fois que l'acte médical est répété. Je prends l'exemple de la pause de la perf, ça peut être tout simplement l'infirmière qui ne trouve pas la veine, qui essaye de piquer à plusieurs reprises, la patiente qui est épuisée de venir pour la énième fois à l'hôpital, et cette petite histoire de perf peut prendre une proportion énorme et devenir une angoisse terrible à la pause de chaque nouvelle perfusion. C'est bien souvent une addition de plein de petites choses qui s'accumulent, et à un moment donné, ça lâche. Ça peut être un médecin qui a annoncé de manière un peu brutale une très mauvaise nouvelle, et peut-être que ça passe pour une patiente, mais vraiment pas pour une autre, et que suite à cela, chaque rendez-vous s'accompagne d'angoisse terrible de recevoir à nouveau une mauvaise nouvelle de manière brutale. Ça peut être un chirurgien qui n'a pas pris la peine de saluer sa patiente avant de l'opérer, et du coup, chaque descente au bloc est vécue comme un moment de solitude intense. Ça peut être une parole qui a été blessante, un regard qui n'a pas inspiré confiance. Ça peut être une odeur, une sensation, une musique, un son, une couleur, la porte tournante de l'hôpital, la vision des patients en chimio, et paf, quelque chose s'inscrit dans nos cellules. D'ailleurs, ce que tu cites, ça me fait vraiment penser à quelque chose que j'ai lu récemment. C'est les facteurs de risque cités par la Haute Autorité de Santé française pour le burn-out professionnel. On en parle notamment de 6. Et ces 6 retrouvent en premier la surcharge de travail. Et c'est un peu à quoi on est confronté en fait quand on est malade. Ces actes répétés qui prennent beaucoup de temps sur notre vie quotidienne, personnelle et même aussi sur notre vie professionnelle, ça nous surcharge et ça peut entraîner ce burn-out, en tout cas cette impression de dépassement par la charge à porter. Il y a aussi un autre facteur de risque qu'on retrouve souvent, c'est les relations interpersonnelles au travail. Nous, au final, quand on est patient, c'est un peu pareil. C'est la relation avec les soignants, les nombreuses professions de santé, que ça soit les médecins, les infirmiers, les aides-soignants. Et ces relations, parfois, elles se passent très bien, mais parfois elles sont un peu plus compliquées. Et c'est dans ces moments-là que ça peut devenir une surcharge pour nous à porter. Et donc le troisième que je trouve vraiment très intéressant, qui se rapporte vraiment beaucoup à notre sujet, c'est l'exigence émotionnelle et la confrontation à la mort et à la souffrance. C'est vraiment un des facteurs de risque qu'on retrouve chez les professionnels de santé, mais au final, nous aussi on y est confrontés quand on n'est pas professionnel de santé, parce que notre propre maladie nous met face à notre souffrance et parfois même face à notre propre mort, mais aussi la souffrance des autres, parce que comme tu dis, parfois on voit aussi les autres patients souffrir dans des situations très difficiles et ça nous marque
Moi, par exemple, je me rappelle encore une fois où j'étais aux urgences, malheureusement en tant que patiente et pas en tant que soignante. Et je me rappelle que dans le lit d'à côté, pendant que j'attendais le médecin, il y avait une patiente atrocement douloureuse et qui se tordait dans tous les sens. Et je sais que j'étais très jeune à l'époque et que ça m'a beaucoup marquée. Encore aujourd'hui, quand je suis aux urgences, que ça soit pour moi ou en tant que soignante, je me rappelle de cette femme parce que ça m'a marqué de la voir souffrir ainsi. Et c'est pour ça que être confronté à sa souffrance, mais aussi à la souffrance des autres, ça peut participer à créer une sorte de fatigue extrême liée à la maladie et à tout ce qui l'entoure. Avec ce podcast, j'aimerais vous montrer que vous n'êtes pas seul à ressentir cela. Le but n'est pas seulement de vous parler de mon histoire. Je prendrai aussi le temps de vous lire de nombreux témoignages de patients à la fin de cet épisode. J'aimerais vous parler d'un exemple qui me semble parlant et que j'ai moi-même vécu. C'est un petit extrait du chapitre de mon livre que j'ai nommé « Ces associations d'idées qui me pourrissent la vie ». Vendredi dernier, j'ai commencé la série des 12 Taxol, les 12 chimios hebdomadaires. Certains me disaient « Trop chouette, tu commences les petites chimios !» Quel oxymore. La journée à l'hôpital restait pour moi une sacrée épreuve. J'enviais tellement toutes les femmes qui n'avaient pas ce coup de massue psychologique quand les portes de l'ascenseur du 5e s'ouvraient. Ce coup de massue accompagné de manière instantanée de nausées anticipatives. Si je n'avais pas eu ce désagrément, ça aurait été tellement plus cool. C'est à se demander réellement ce qui était pire. Les effets secondaires de la chimio ou les moments passés à l'hosto? Eh bien, je peux affirmer avec certitude que c'était les moments passés à l'hôpital qui me plombaient le plus. J'arrivais pourtant assez guillerette, vous connaissez tous la méthode Coué, après avoir fait le trajet avec la musique Unstoppable de Sia, mais quand l'ascenseur atteignait le 5e étage, tout devenait lourd. J'avais un coup de barre indescriptible avec une sensation physique débile. J'avais l'impression que mes sourcils chutaient de 5 cm, si bien que je checkais à chaque fois dans le miroir. Absurde, mais réel. Je somatisais tellement. En fait, tout a commencé avec la 2e poche. On en reçoit 3 de la toute première chimio. Pour celles qui ont un cancer du sein, ce sont les fameuses grosses chimios EC. L'infirmière m'avait prévenu des effets que certaines personnes pouvaient ressentir et qu'il fallait tout de suite appeler si ça devenait trop pénible. Je les ai ressentis en puissance 1 million, mais la patiente à côté de moi ne ressentait rien quand ces mêmes liquides coulaient dans ses veines. Un sentiment horrible. Des picotements qui me prenaient le nez et tout le front. Une envie de vomir. Une sensation physique épouvantable. Une oppression totale, comme si ma tête était dans un étau et allait exploser. Et vous savez probablement tous comme moi que les traumas naissent d'un moment précis, parfois même d'une demi-seconde, où on ne peut ni se défendre, ni se barrer en courant. La fameuse réaction de lutte ou de fuite, ou le fameux fight or flight mode que vous avez peut-être plus souvent entendu en anglais. Je peux vous dire que j'ai appuyé plutôt 2 fois qu'une sur le bouton rouge pour qu'on vienne me libérer de cet étau et qu'on diminue la vitesse de la perfusion, mais c'était trop tard. La poche était vide quand l'infirmière est arrivée. Je n'ai pu, donc, ni m'enfuir en courant, ni me défendre. Et bam! La sensation s'est inscrite dans toutes mes petites cellules et j'ai commencé à faire un paquet d'associations avec ce moment précis pendant lequel je me suis sentie tellement mal et surtout coincée sans pouvoir me défendre. Par la suite, j'avais l'impression que mon cerveau était comme un disque dur qui surchauffait avec ces milliards d'associations qui me remontaient chaque fois à l'esprit, dès qu'il y avait quelque chose qui me faisait penser à ce moment précis. Vous comprenez donc mieux pourquoi la vue des perfusions, la vue de tous ces malades avachis dans leur fauteuil, recevant des liquides toxiques, me foutait le mouron, parce que les sensations traumatisantes remontaient tout le temps. J'associais sans cesse et je détestais ça. Et pourtant on était tous au 5e étage, parce qu'on voulait éradiquer notre maladie, pour toujours, on voulait vivre. On avait une force de vie sans pareille, mais tout ce qui s'y passait me plombait. Je restais calme, personne ne pouvait vraiment voir, mais je morflais solidement à l'intérieur. Je ne comptais pas me laisser abattre et j'allais essayer le Emotional Freedom Technique et retenter le MDR, mouvement rapide des yeux, et ou l'hypnose. Je voulais essayer le casque virtuel, je voulais tout essayer pour ne plus faire ces milliards d'associations qui me pourrissaient la vie. Et le plus idiot dans tout ça, c'est que je n'avais même plus cette fameuse poche qui m'a foutu dedans pour la série des 12 Taxol. Mais les associations étaient là et continuaient. Ma cervelle me jouait des tours. C'était vraiment l'enfer.
Merci en tout cas pour cette lecture d'extrait de ton super livre, parce que en plus, ce que tu viens de lire me fait beaucoup penser à la notion de souvenir traumatique et de traumatisme en fait. Certaines expériences passées nous hantent pendant des années et le corps réagit alors automatiquement, ça s'enclenche, le mécanisme s'enclenche et face à la menace, on se sent totalement attaqué automatiquement. Et pour toi, c'était les perfusions. Exactement, mais ce qui était intéressant, c'est que je disais tout le temps, mais c'est pas possible, mon cerveau fait des milliards d'associations, et ma copine Ludmila me disait, mais si ton cerveau est capable de faire des millions et des milliards d'associations qui te jouent des tours, ton cerveau est aussi capable de t'aider. Et je pense vraiment, mais je n'avais pas les clés à ce moment-là. Oui, c'est vrai que c'est difficile de trouver une solution pour sortir de ce réflexe, en fait, de ce réflexe de peur intense, avec parfois des choses très simples. Mais c'est dans ce genre de situation qu'on voit à quel point notre corps enregistre les choses comme un disque dur. Dès qu'on est exposé à des indices qui vont nous rappeler, le disque va s'enclencher dans notre cerveau et on va tout de suite se mettre en éveil. Et malheureusement, c'est très dur à contrôler et ça s'apprend progressivement. Et c'est pour ça qu'au final, ça prend du temps de se reconstruire, mais c'est possible parce que notre cerveau, c'est un disque dur et c'est comme tous les disques durs, on peut réécrire dessus. Même si ça va pas effacer complètement, parfois, certaines choses vont nous évoquer des souvenirs. Ça va revenir. Moi, je sais que par exemple, ça me fait penser, quand j'ai été opérée une fois, j'avais été un peu marquée par l'odeur des hôpitaux, comme tu parlais tout à l'heure. Et je sais que par exemple, dans mon ancien appartement, la salle de bain avait un peu cette odeur. Et en fait, quand j'ai déménagé, ça a été une libération pour moi. C'est qu'en fait, j'avais plus ce souvenir quand je rentrais dans ma salle de bain de sentir comme l'hôpital. J'avais l'impression de revivre en fait... sans ce disque dur, justement, j'avais plus ce souvenir qui s'enclenchait à chaque fois que je rentrais dans ma salle de bain. Là, maintenant, dans ma salle de bain, ça ne sent plus l'odeur de l'hôpital. Et je me sens tellement bien parce que ce disque dur, il s'enclenche plus. En fait, il a été réécrit. C'est fou, hein. C'est vraiment au niveau des sensations. Voilà, c'est ça. C'est un peu, c'est un réflexe et ça peut être déclenché par l'ouïe, par l'odorat, par le goût aussi. Parfois, par exemple, on est tous marqués par la nourriture de l'hôpital qui est souvent pas très bonne. Et parfois, il y a des choses qui vont nous rappeler ce qu'on a mangé à l'hôpital et ça va nous rappeler. En fait, le problème, c'est que ce petit souvenir, il va pas seulement nous rappeler ça, c'est pas seulement l'odeur. Le problème, c'est que ça va faire défiler tout le disque. On va se rappeler, moi, par exemple, comme je disais, je me rappelais l'opération, les cicatrices, la douleur après, etc. Donc, tout ce qui était attaché en fait, oui. À cette odeur, qui au final, une odeur, c'est rien. Mais les souvenirs qui étaient attachés étaient, eux, plus douloureux. Là, c'est pareil. Mais tu as un message positif quand même. Ouais, c'est ça. Donc ça, c'est bien. On peut le reconstruire et ces réflexes, en fait, ils s'atténuent avec le temps. On peut même être aidé. On connaît plus notamment l'EMDR qui permet de réécrire un peu les souvenirs traumatiques et d'être accompagné pour passer ce traumatisme, que ça soit lié là au médical ou à des violences ou autre chose. C'est vraiment quelque chose qui permet de nous accompagner dans ces traumatismes vécus par le passé. Et aussi thérapie cognitivo-comportementale. Voilà, aussi, c'est ça, oui, exactement. Et c'est pour ça que c'est important quand ça devient trop fort de se faire accompagner. Moi, je sais que par exemple, ça a été totalement effacé quand j'ai déménagé. J'ai pas déménagé pour ça, mais au final, ça s'est fait et j'étais trop contente. Mais si ça devient vraiment pesant au quotidien et que ça rend difficile tout acte médical, ou même parfois certains ont du mal à sortir dehors ou à parler de la maladie, etc. Si vraiment ça bloque, c'est important de se faire accompagner. Parce que un accompagnement, c'est positif. Parce que comme on dit, on peut réécrire progressivement. C'est pas facile, mais on peut y arriver. Et c'est ça qui est beau. Pour la petite histoire, il s'avère que le trauma dû aux perfusions pendant les chimios est passé grâce à une séance de Reiki qui m'a marquée à vie, je peux dire, mais je ne vais pas rentrer dans les détails aujourd'hui, même si c'est super important de dire qu'il y a des solutions pour désinscrire nos cellules. Il y en a, j'insiste là-dessus, et même très très fort. Aujourd'hui, je voulais remonter à l'origine et comprendre comment un trauma s'inscrit dans nos cellules avec cette idée d'impossibilité de partir en courant ou de se défendre. Le trauma s'inscrit souvent quand on est coincé, quand on est impuissant, quand on est menacé. Bien souvent, on est paralysé et transi. Je laisse la parole à Camille qui va nous donner une explication plus médicale. Et oui, car le stress et la peur augmentent l'activité de l'amygdale. Alors non, c'est pas les amygdales de la gorge, c'est une petite région de notre cerveau qui permet d'encoder de nouveaux souvenirs.
C'est une zone très importante qu'on ne connaît pas toujours, mais cette toute petite partie du cerveau régule à la fois nos émotions, comme la peur et le stress, et elle encode les souvenirs. Donc forcément, quand les deux sont liés, les souvenirs sont encodés très fort. C'est un joli mélange, n'est-ce pas ? Associer la peur et les souvenirs, c'est son rôle parfois, souvent, aussi pour nous protéger. Mais notre cerveau, il est magnifique parce que elle et tous les processus de la mémoire continuent à fonctionner toute notre vie. Et ça nous permet d'enregistrer de nouveaux souvenirs, de nouveaux sentiments plus joyeux et de réécrire ces expériences plus douloureuses. Merci Camille pour toutes ces explications médicales et faciles à comprendre. Donc ça, c'est vraiment agréable et toujours des messages positifs. Donc ça fait vraiment du bien à entendre. Alors je vais ralentir le rythme pour la prochaine phrase. Peut-être allez-vous retrouver des exemples d'événements difficiles qui se sont passés pendant votre parcours de soins. Je fais une petite pause pour vous laisser le temps de réfléchir. Donc peut-être que vous allez retrouver des exemples d'événements difficiles qui se sont passés pendant votre parcours de soins afin de pouvoir mettre des mots sur les mots, déconstruire ces mots, M-A-U-X, et peut-être réécrire l'histoire afin de donner à tous ces moments terriblement douloureux moins de puissance. Si je reprends l'histoire de la colono et de la gastro, dans quel état étais-je ? Certes, pas comme pendant les grosses chimios, mais je ressentais une espèce de tristesse, un cafard un peu difficile à décrire, une certaine fatigue de cette longue route. Encore et encore cette route vers l'hôpital, encore et encore cette porte tournante, encore des perfs, encore des veines pas faciles à piquer, encore le cling-cling de la machine pour s'inscrire à l'hôpital de jour, encore tous ces couloirs plombants, encore des descentes vers le bloc, encore une anesthésie alors que je viens d'en subir une costaude il y a 2 semaines. Encore ces couloirs tristounes où sont parqués des brancards avec des patients qui attendent de se faire découper, triturer, anesthésier, scanner. Encore. Quand je suis entrée dans le service gastro, bon, il fallait aller vite, mais j'ai quand même pu découvrir toutes ces alcôves avec des petits rideaux entre chaque patient, et les rideaux n'étaient pas fermés pour que les infirmières puissent jeter un œil sur chacun d'entre nous. Je m'excuse si ma description est un peu brute, mais j'ai vécu cette situation de manière un peu brute aussi, alors je ne pèse pas mes mots. C'était glauque, mais l'aurais-je vécu de la même manière si je n'avais pas eu 3 ans de traitement et d'opération à mon actif ? Probablement pas. Les patients étaient tous installés sur le côté gauche, parce que c'est la position qu'on doit adopter avant une colono. Certains émettaient des gaz, alors qu'ils ne s'en rendaient même pas compte parce qu'ils étaient encore sous l'effet du propofol. Les diagnostics étaient annoncés par le gastro-entérologue, charmant en plus, mais comme il n'y a qu'un rideau qui sépare les patients, on entend tout. « Oh, monsieur Untel, je vous ai enlevé quelques hémorroïdes, et vous, je vous ai enlevé des polypes, pour enfin voir le bonhomme aux hémorroïdes repartir en marchant un peu difficilement. » Je me suis dit, nom d'un pétard, faut vraiment avoir le cœur bien accroché pendant ce long parcours du combattant. C'est important de parler de la différence entre le corps organique et le corps symbolique, parce que là, clairement, le corps médical, malgré toute sa gentillesse, s'adresse bien souvent au corps organique, à notre corps organique. Et c'est normal. Leur rôle est d'éradiquer la maladie. Je vais un peu rectifier en fait. C'est plutôt nous les patients, au bout de cette longue route, qui avons l'impression que nous ne sommes plus que des corps organiques. Plus de place pour le corps symbolique. La semaine d'avant, j'avais mon contrôle annuel avec mon oncologue et quand je suis arrivée au 5e étage, j'ai fondu en larmes en voyant toutes ces personnes dans ces fauteuils en simili-cuir, tellement moches, recevant leur chimio et je me suis dit, c'est pas possible, je ne pourrais pas repartir au combat. Et pourtant, quand je vois certaines sœurs et certains frères de combat qui doivent renfiler leur armure et attaquer parfois une 2e, 3e, 4e et même 5e série de traitements, j'ai une admiration sans borne pour eux. Et puis, pour toutes les personnes qui souffrent de handicaps visibles et invisibles, et je fais une pause ici pour dire à quel point j'admire leur résilience et leur courage. Oui, car il n'y a pas d'échelle au final. Dans le parcours médical, chacun a un parcours médical différent, que la maladie soit physique, psychologique, que ça soit des traumas pas forcément liés à tout ça. Chacun a son propre combat et ses propres traumas. Il n'y a pas de hiérarchie. On a tous un parcours différent et on se bat tous à notre manière. Et parfois, c'est très lourd à porter au final. Alors voilà, aujourd'hui je voulais parler de ce fameux burn-out médical ou burn-out des patients.
Mais j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Je n'ai malheureusement pas de baguette magique ni de solution magique à vous apporter. De même que quand je vous parlerai dans une autre capsule de la peur terrassante des journées de contrôle. Mais je pense que le plus important dans toute cette histoire, et je m'excuse si je me répète, mais c'est intentionnel, c'est déjà de mettre des mots sur les mots, et puis de se sentir moins seul, de se sentir compris et entendu, de se dire qu'on n'est pas fou, que les autres vivent la même chose, et que ça va passer un jour. Voilà, vous comprenez dès à présent pourquoi ce thème de burn-out des patients me trotte en tête, mais personne ne semble en parler de manière officielle et rassemblée dans des podcasts ou ailleurs. C'est comme pour la peur terrassante des journées de contrôle. Les anglo-saxons ont énormément traité du sujet, mais très peu de monde du côté francophone. Donc il y a plein de taf et je suis heureuse de pouvoir contribuer à ma manière à lever les tabous autour de ces thèmes aussi importants. Nous avons la grande chance de pouvoir être soignés dans nos pays occidentaux et malgré la profonde gentillesse d'une grande majorité des soignants, ce phénomène de burn-out des patients est plus que normal, mais il entraîne une solitude immense. Moi, ce sont des larmes impossibles à contrôler en route vers le bloc, ou des sanglots quand l'infirmière entre dans ma chambre pour enlever des drains, parce que le premier retrait de drains s'est passé terriblement mal, alors que toutes les autres fois se sont passées nickel. Non, j'ai gardé le souvenir de la première fois en mémoire. Des larmes avant chaque perf, les mains trempées, mais alors littéralement trempées dans la seconde à l'approche d'une aiguille, même celle du dentiste. Le cœur qui s'emballe, la tension qui monte, le corps transi, des souvenirs gravés à tout jamais. Se retrouver chez le dentiste à pleurer comme une madeleine avant une anesthésie d'une dent n'est pas un phénomène anormal et il a été rapporté par beaucoup d'entre vous. C'est tout ce à quoi ça renvoie, c'est tout ce que cette aiguille donne comme souvenir, c'est tout le trauma. Ce phénomène de burn-out des patients est rapporté par tant de patients touchés par des maladies chroniques et également par des femmes qui ont des traitements interminables en PMA, également aussi les dialysés. Vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas débile, on finit par gérer comme on peut et si les larmes coulent, qu'elles coulent surtout, elles nettoient le cœur. Et si le médecin ne comprend pas, expliquez-lui. N'hésitez pas à nommer vos angoisses, vos souvenirs, confiez-les au personnel soignant qui pourront vous aider et puis, vous savez comme moi, joie partagée, décuplée, mais peine partagée, divisée. La garder en vous, sans rien dire, lui donnera plus de puissance. Libérez-vous de cette angoisse, tant que vous pouvez. Les réactions peuvent être multiples, physiques, psychologiques, les deux. Tentez un maximum de mettre des mots dessus et maintenant, vous avez ce terme de burn-out des patients. J'aurai la chance d'accueillir sur le podcast des personnes qui pratiquent des disciplines qui peuvent aider comme le Reiki, l'énergétique, l'acupuncture, le MDR, l'hypnose et j'en passe. J'ai absolument voulu recueillir des témoignages touchants que je voulais partager avec vous dans le seul but qu'on se sente moins seul et avant de les lire, j'aimerais vous souhaiter des vacances médicales, un break médical. Alors je sais que ce n'est malheureusement pas possible pour tout le monde, mais c'est mon souhait le plus cher pour vous tous. Et puis dites-vous que malgré ce ras-le-bol, malgré cette fatigue, ce burn-out, malgré cette angoisse terrassante, parfois ces flots de larmes, on finit toujours par se relever. Et pour cela, un high five, de sacrées gommettes et plein de petites victoires à célébrer. Je commencerai par lire le témoignage de Myriam, qui était touchée par un cancer du sein génétique. Elle nous dit « Ici aussi, ras-le-bol. Des rendez-vous toutes les semaines, ou presque. Heureusement qu'il y a le téléphone ou la visio. Et je ne suis même plus malade en plus. Je parle avec des médecins, des gynécos, des chirurgiens, des généticiens, des conseillers en génétique, des psys, des infirmiers, des manips radio. Je ne sais même plus qui est qui. Je suis censée faire certains examens tous les ans. Là, ça fait 3 mois que ça dure. Je vais pas supporter 3 mois par an. Et avant chaque examen, chaque rendez-vous, une prise de sang, et ou un PCR. J'ai été observée de l'intérieur et de l'extérieur sous toutes les coutures. Au début, j'avais honte de pleurer. Maintenant, je m'en fous. Je chiale, et si ça me fait du bien. Tant pis si je passe pour une Marie Chouin-Chouin. En août, ce seront mes vacances d'examens médicaux. Chouette. Bon, pour l'instant, je relativise parce que les nouvelles sont bonnes. Mais les médecins ont aussi l'art de nous faire peur parfois. Et chaque rendez-vous à l'hôpital me replonge dans une réalité que je préférais oublier. Merci Myriam, franchement, pour ce témoignage. Ça me touche beaucoup, surtout la partie où tu parles de tes pleurs. C'est vrai que parfois, on a un peu honte devant les soignants d'exprimer ses sentiments, mais j'aimerais juste profiter de ce passage pour vous dire à tous que ça nous met pas forcément mal à l'aise quand vous pleurez.
ça touche beaucoup en fait quand on voit les patients exprimer leur souffrance. Parce que, en tout cas, moi, personnellement, ça me touche beaucoup parce que ça nous aide aussi à savoir ce qu'ils ressentent. Parfois, on n'a jamais été confronté à certaines maladies. On réagit tous différemment et chaque patient est différent. Certains patients n'ont pas besoin d'exprimer leurs sentiments de cette manière, mais ça nous fait aussi du bien quand on voit ceux qui en ont besoin l'exprimer parce qu'on peut mieux les accompagner, mieux les entourer. On peut adapter aussi la prise en charge médicale à ce qu'ils ressentent. Parfois, si un geste est trop difficile, on essaie de trouver une alternative. Il y a des alternatives parfois qui sont possibles, ou en tout cas, on essaye de faciliter, comme avec les enfants. Parfois, ils supportent pas les IRM. On essaye de voir est-ce qu'une écho suffirait, ou est-ce qu'on peut mettre de la musique pour détendre, etc. Et c'est vrai que communiquer avec l'équipe soignante, leur montrer ce qu'on ressent, ça permet eux aussi, quand ils sont à l'écoute, de pouvoir aider et d'améliorer la prise en charge, parce que c'est un combat ensemble. Et comme tu dis, cette prise en charge, elle est sur long terme très souvent. Et c'est pour ça que c'est important de créer une vraie relation de confiance entre les patients et les soignants. Merci Camille pour cette explication et je trouve que ce serait vraiment chouette que ce podcast puisse être écouté par des soignants. Oui, c'est vrai, surtout que, comme je le disais, c'est partager ses émotions avec son équipe soignante, ça peut aider à améliorer la prise en charge. Et c'est pour ça aussi que ça me ferait très plaisir que des soignants l'écoutent. Parce que parfois, c'est vrai qu'on ne sait pas trop comment réagir face à un patient qui pleure ou à un patient aussi qui est énervé, en colère, pas forcément contre nous, mais plutôt contre ce qu'il vit au final. Et c'est vrai que ces témoignages et toute cette réflexion sur le burn-out médical, ça nous rappelle, et moi y compris, à ne pas rester stoïque quand quelqu'un pleure ou quand quelqu'un rencontre une surcharge mentale liée à la maladie, essayez plutôt de l'accompagner et de l'alléger. Mais Camille, est-ce que c'est parce que tu es patiente aussi, en fait? Est-ce qu'on vous apprend, en fait, en tant que médecin On essaye de... En fait, je pense que oui, on est empathique ou on l'est moins. Oui, ça s'apprend. Et après, je sais que hier, j'étais avec une médecin généraliste incroyable, très gentille, en stage. Et elle m'a dit une chose bien vraie, elle a dit parfois la réaction des patients, il faut pas croire qu'elle est contre nous, mais qu'elle est plutôt liée à tout ce qui se passe autour dans leur vie et réfléchir vraiment à ce qu'ils endurent. Par exemple, si un patient ne fait pas tel examen, s'il le repousse, comme elle dit, parfois certains patients repoussent des examens, faut pas croire que c'est un manque de respect envers ce que nous on a dit ou qu'ils veulent pas faire ce que nous on fait, ce qu'on leur demande de faire en fait. C'est peut-être que parfois, ils sont fatigués. Parfois, mentalement, ils en peuvent juste plus d'avoir des examens à répétition. Et juste se rappeler que chaque action n'est pas forcément liée à l'équipe soignante, mais aussi à leur parcours de vie global, quoi. Stéphanie nous dit « Merci Delphine de nous laisser crier. Oh là là, ras-le-bol aussi. Je crois qu'un peu de répit est bienvenu. Je repousse mes rendez-vous pour une éventuelle reconstruction. Autour de moi, des bonnes paroles comme « Mais si tu fais une reconstruction, tu te sentiras mieux ?» Oui, peut-être, mais en attendant, il faut y retourner dans cette spirale médicale. Et ça, c'est un passage super compliqué, je trouve, en plus des suivis de contrôle et des rendez-vous. Je fuis les cicatrices, les douleurs, les anesthésies, les drains, les médicaments, tout ce qui est médical en fait, pour me sentir plus libre et continuer de sourire. J'aimerais beaucoup réagir à ce témoignage parce qu'il me touche beaucoup. Je trouve que ça montre vraiment la compréhension parfois vis-à-vis de l'épuisement que l'on ressent lié à la maladie et à la prise en charge. C'est quelque chose qui est souvent minimisé par les gens qui n'ont jamais vécu une maladie sur la longue durée. Et ils se rendent pas compte que le problème, c'est pas juste un rendez-vous médical, c'est que ce rendez-vous, en fait, il s'ajoute à des milliers d'autres. Et ça me fait beaucoup penser à ce que j'entends souvent par rapport au traitement et au cachet. Moi, je sais qu'on m'a déjà fait un peu la réflexion. Et c'est vrai que parfois, pour moi, c'est un peu difficile à porter la prise des médicaments au quotidien. Et c'est vrai que c'est pas le fait d'en prendre un qui me gêne. C'est qu'au quotidien, chaque jour, je dois en prendre un peu plus de 10. Et si on rapporte ça sur une année, ça fait plus de 3650. Et la dernière fois, j'avais calculé pour m'amuser, entre guillemets. Je m'étais dit, mes études vont durer 12 ans. 12 ans fois 3650 cachets. On va peut-être pas faire le calcul voilà. maintenant, mais c'est 36 000. Voilà. Oui. Donc, il faut se dire vraiment le chiffre que ça représente juste pour pouvoir tenir mes études de médecine, le nombre de médicaments que je suis obligée de prendre au quotidien. Et c'est pour ça, en fait, le poids n'est pas lié au fait de prendre un seul médicament. Ouais.
c'est le fait que ce nombre de médicaments se multiplie au cours du temps. Et c'est pareil pour les rendez-vous médicaux que tu évoques, ou même les actes, la reconstruction, comme tu dis. Pour toi, c'est un parcours encore à rajouter à ce que tu as vécu avant et lié à la maladie. Et c'est pour ça que c'est épuisant et difficile à porter. Et c'est pour ça que c'est un sujet que j'essaye vraiment d'illustrer. Parce que quand on le vit pas, on se rend pas compte à quel point c'est une charge mentale de toujours revivre les mêmes choses pendant très très longtemps. Et parfois pendant toute sa vie au final. Et avec des petits traumas qui peuvent revenir chaque fois. Oui, exactement. C'est vraiment dans la durée, en fait. C'est vrai que l'entourage ne réalise pas la longueur, en fait, de la route. Oui. Marie nous écrit « C'est compliqué. J'étais un bon petit soldat et je le suis encore. La raison ? Je pense à mon amoureux. Il avait peur que je meure. Dès le diagnostic, tu fais tout ce qu'ils te disent. Après, je ressens le ras-le-bol d'aller à l'Oncopole tous les 3 mois pour le suivi de l'étude clinique, de me prendre la grosse piqûre dans le bide tous les 28 jours, la prise de sang mensuelle sur le même bras, mais je sais que le but de tout ça est de prolonger ma vie. Par contre, j'ai un gros burn-out de kiné. Pourtant, ce métier est formidable, mais je n'en peux plus. J'ai l'impression que j'aurai toute ma vie mal au bras et une cicatrice adhérente si j'y vais pas. D'ailleurs, je ne suis plus allée depuis le décès de mon père en avril. J'en paye le prix, niveau mobilité, mais j'arrive pas à reprendre rendez-vous pour autant. Bravo à celles qui choisissent ce long parcours de reconstruction. Moi, je mets mon Amazon, même s'il a aussi des inconvénients, je ne suis pas encore arrivée à bout de ce que je peux encaisser niveau médical. Un gros câlin à toi. Elle rajoute « Ah, aussi. J'ai par contre de plus en plus de mal à avaler les cachets de l'hormono et de l'étude clinique. Limite, haut le cœur à chaque fois. » Car oui, comme tu le dis, c'est vrai que le burn-out médical ne peut toucher qu'un aspect de la prise en charge. T'es un peu comme moi, Marie, c'est les médicaments à porter que tu as du mal. Et c'est vrai que c'est un aspect particulier de la maladie. Et c'est important de mettre ça en avant, c'est que parfois l'épuisement, il n'est pas global. On peut par exemple avoir beaucoup de facilité à faire les imageries et avoir beaucoup plus de mal à juste aller chez le kiné, par exemple. Ou beaucoup de mal à prendre ses traitements et pourtant une facilité à aller faire les prises de sang incroyables. Chacun est différent et chacun a ses traumatismes passés. Et même parfois, des choses qui sont similaires peuvent être vécues différemment. Par exemple, la dernière fois, je parlais avec une patiente qui, elle, avait déjà subi de nombreuses opérations par le passé. Et c'était une opération en particulier qui l'avait marquée et les autres, pas du tout. Mais dès qu'on évoquait cette opération-là, c'était vraiment difficile pour elle. Et c'est là qu'on voit que le burn-out, l'épuisement lié à notre prise en charge, nos traumatismes passés, c'est pas forcément global, c'est vraiment lié au vécu et à certains aspects de la maladie. Anastasia nous écrit « Pour ma part, chaque perf de n'importe quel produit est un flashback de la chimio. Toutes les sensations reviennent. Nausées, la tension qui tombe, la tête qui tourne. Je suis devenue phobique à l'aiguille, avant c'était pas le cas. Je pense que mon corps et mon esprit refusent toute forme d'intervention. » En tout cas, bon courage à Anastasia et à tous ceux qui vivent ce poids des traitements et des effets indésirables, parce que c'est vrai que tu parles des nausées, c'est très lié souvent dans la chimio, en tout cas très présent dans les chimiothérapies, mais il y a de nombreux autres effets secondaires liés au traitement dans plein d'autres maladies. Et c'est vrai que ces effets secondaires, ils rajoutent beaucoup de charges à porter et on les oublie souvent, mais prendre un médicament, c'est pas sans effet, même surtout au long terme et surtout quand ils sont si forts comme la chimio. Et donc c'est normal aussi que parfois ce poids soit aussi lourd physiquement, mais aussi lourd mentalement à porter. Cécile nous écrit « Excellent sujet qui est en effet totalement passé sous silence. J'ai vécu le burn-out médical en début d'année. Impossible de faire la moindre prise de sang. Mes veines disparaissaient comme par magie au moment d'être piquées, avec la douleur de toutes les tentatives qui suivent. Les rendez-vous à reculons, l'exaspération qui monte à chaque rendez-vous et qui déborde dans la vie quotidienne, et l'envie d'hurler « Mais foutez-moi la paix !» Alors pause dans le suivi, tout le monde était d'accord, et je n'ai eu aucun rendez-vous pendant presque 3 mois. La bêtise, ça a été d'y inclure le suivi psy. Ça, c'est le truc qu'il ne faut pas lâcher. Et cette pause m'a permis de reprendre le suivi, sinon je crois que j'aurais pété les plombs. Merci tout cœur, Cécile, pour ton témoignage. Sandrine nous écrit « Oh là là, presque contente de me dire que je ne suis pas folle. Je n'en peux plus de tous ces rendez-vous, cette odeur de l'hôpital et tout ce qui va avec.
Peur panique des piqûres et je me retrouve sur le fauteuil de mon dentiste à pleurer comme une madeleine lorsqu'il doit endormir un endroit de la bouche pour travailler sur une dent. Et ce corps et cet esprit qui se rappellent de tout lors d'une simple visite de routine, et c'est alors que reviennent nausées, dégoût, mal-être. Alors Sandrine, je vais quand même te dire que j'ai vécu exactement la même chose chez le dentiste. Et donc, voilà, je sais pas si ça peut t'aider à te sentir un petit peu moins seule. Et oui, c'est fou ce que vous racontez toutes les deux, c'est que parfois, c'est des souvenirs conscients ou même inconscients qui sont pas forcément liés, mais parce qu'au final, les souvenirs traumatiques, là, n'étaient pas du tout liés au dentiste, mais à d'autres traitements et à d'autres pathologies. Mais ils sont encodés dans notre cerveau. Et comme j'en parlais aussi au début du podcast, ça peut être des stimuli tout petits, parfois qu'on ressent à peine, parce que les odeurs, on ne cherche pas à les sentir, on les sent automatiquement. Mais au final, c'est un peu comme cette Madeleine de Proust, l'odeur de l'hôpital, c'est un peu notre Madeleine de Proust à nous. Bon, je vous avoue, elle est pas très bonne. Mais bon, cette odeur, notre cerveau, il la reconnaît tout de suite. Dès qu'on la sent, on y associe immédiatement des centaines de milliers de souvenirs qui nous reviennent en tête. Parfois, il n'y a pas que des mauvais souvenirs, mais il y a aussi les mauvais qui remontent et c'est parfois vraiment difficile à porter. Alex nous dit « J'en étais arrivée à un point où on ne pouvait plus me toucher, même en dehors de l'hôpital. C'était flippant d'être comme ça. C'est vrai que l'on en parle peu. Merci. » Christophe nous écrit « J'ai un cancer incurable et je suis maintenue en vie par de nombreux actes curatifs et de contrôle qui, bien que chacun anodin, au bout de 4 ans, sont plus ou moins insupportables. Cette parole de malade doit être soutenue et mise en avant. » Catel nous écrit « J'ai enchaîné 3 ans de PMA, dont 3 FIV qui n'ont pas marché, avec 1 an et demi de traitement contre le cancer. Opération de 7h30 il y a 1 mois. Le plus dur ? Les changements de date d'opération. Ça aurait dû être début juin, 3 semaines avant le jour de notre départ en vacances. Ça a été décalé à fin juin, alors que j'avais tout organisé. 1 semaine avant l'opération, la date a été avancée de 3 jours et surtout, changement de chirurgien. Bonjour le stress. Je me fais accompagner depuis 5 ans, ça m'aide énormément, notamment à garder le contrôle de mon corps, accepter les changements et gérer les angoisses. » Merci en tout cas pour ce témoignage sur la PMA. C'est vrai que c'est un sujet qu'on n'aborde pas toujours, mais la PMA est un parcours long et difficile à porter, déjà pour la femme, c'est sûr, mais aussi pour le conjoint. Ça a une vraie répercussion parce que la prise en charge est vraiment longue souvent, émaillée d'échecs aussi parfois, et donc c'est vraiment difficile à porter. Et c'est d'ailleurs quelque chose auquel nous, soignants, on nous alerte. En tout cas, moi j'ai déjà vu dans mes cours, on nous demande d'être attentif à ça, aux répercussions psychologiques de la durée de la PMA, de l'importance des soins qui sont au quotidien faits à la maison, les piqûres, les prélèvements qui sont douloureux, etc. On est vraiment alerté sur ça et ça me touche en tout cas de lire ton témoignage parce que c'est vrai que beaucoup de femmes y sont confrontées et c'est important d'en parler. Corinne nous écrit « Je crois que nous passons toutes par cette phase de ras-le-bol. Toutes ces raisons font que je refoule la reconstruction mammaire, plus envie de faire, de subir, de souffrir, d'avoir peur, d'attendre, d'espérer. Bref, mes 2 cancers sont ancrés, tatoués, même si je n'ai pas de tatouage. Nous sommes marqués au fer rouge, comme pour un troupeau, une appartenance à vie. » C'est tellement vrai. Ce que tu dis, c'est incroyable. Il y a énormément de maladies, mais au final, chaque maladie s'ancre à sa façon en nous. Elle laisse ses marques et elle laisse des cicatrices qui sont visibles, certaines, mais aussi invisibles. Et celles-là sont souvent parfois plus difficiles à porter que celles visibles des autres. Et comme on en parlait tout à l'heure, justement, vu que ces cicatrices sont invisibles, elles sont parfois minimisées. Et pourtant, elles sont bien là au quotidien et elles nous marquent. Même le jour, parfois, quand la maladie disparaît, ces cicatrices restent. Sabrina nous écrit « Comme tous ces mots résonnent en moi. Hospitalisée pour un 2e pneumothorax en 1 mois, mon corps s'épuise, mes bras n'en peuvent plus. On me dit que je suis forte. Aujourd'hui, j'en ai marre de l'être. J'espère sortir demain et jeudi prochain, c'est le jour de la chimio. Je voudrais une pause, mais c'est impossible. Merci pour ton post. » Delphine, d'ailleurs, par rapport au témoignage de Sabrina, je voulais te poser une petite question.
qu'est-ce que tu penses de cette idée qu'on nous dit souvent qu'on est fort ? Comme c'est parfois si dur d'entendre « mais tu es forte » les jours où on chute, les jours où on n'a justement pas envie d'être forte et qu'on a juste envie de se blottir sous notre couette et de pleurer. Alors je trouve que ça part souvent d'une bonne intention de dire « tu es si forte », mais ça rassure surtout la personne qui le dit. Mais parfois c'est presque certains jours et certains moments, je trouve que c'est perçu comme une injonction à l'être. Et y a des jours où ça passe pas. Donc, mais bon, l'interlocuteur ne peut pas toujours savoir que c'est mal perçu. Mais certains jours, on n'a vraiment pas envie d'entendre « tu es forte ». On a juste envie d'être reconnu et de dire « non, en fait, aujourd'hui, je suis pas forte, quoi. » Et c'est dur. Et toi, tu en penses quoi, Camille ? Je suis vraiment d'accord avec toi. C'est une phrase que je trouve très particulière parce que, comme tu dis, c'est une phrase qui, au début, est bienveillante, en fait. C'est vraiment plutôt pour nous encourager ou pour nous rassurer aussi, pour nous dire qu'on est capable d'affronter ça. Et c'est vrai que ça part d'un bon sentiment, mais certains jours, cette phrase, elle est vraiment difficile parce qu'on n'est pas toujours fort et dans ces moments-là, on a parfois juste envie d'être écouté. Au final, pas forcément d'être rassuré, c'est pas forcément ce qu'on cherche, mais juste pouvoir dire que non, aujourd'hui, on n'est pas fort, que non, aujourd'hui, on en a marre. Et en fait, c'est une phrase que, comme tu dis, est parfois une injonction, parce que comme si on n'avait pas le droit de lâcher prise, comme si on n'avait pas le droit de pleurer, tandis qu'en fait, on a le droit aujourd'hui de plus en vouloir, d'avoir envie de reboot tout, de tout effacer et de se dire « Oh, je recommence une nouvelle vie ». On aimerait pouvoir le faire, mais on peut pas. Et c'est pour ça qu'aussi, il faut accepter, nous aussi, parfois d'être faibles, mais aussi... C'est important que nos proches aussi l'acceptent, que parfois aussi, c'est pas facile. Pour nous aussi, à porter, c'est pas facile tous les jours. Et que même si, d'apparence, on a l'impression qu'on est fort, parfois, les personnes cachent beaucoup de choses derrière cette armure parfois impressionnante. Le compte Cicatrice écrit suite au post par rapport au burn-out des patients. To cure ou to care ? Soigner ou prendre soin ? Toute la question est là pour moi. En France, on vous soigne à coups de traitements invasifs. Il faut faire la guerre à la maladie. Pas de temps pour la petite main sur l'épaule, pour un regard attentif. Mais mon corps, notre corps, a la mémoire du toucher. Et quand il ne s'en remet pas, c'est le burn-out. En parler, se faire aider par des médecins du cœur, les psychologues, les kinés, m'a permis de me réapproprier mon corps. Se câliner avec des produits doux et adaptés m'a permis de prendre soin de moi et de ma peau, et donc de mon moral. On comprend mieux ici la distinction entre corps organique et symbolique, et ce témoignage me fait penser à celui de Dr Toledano, le fondateur de l'Institut Raphaël, que j'ai interviewé dans l'épisode 39. C'est un grand défenseur de la médecine intégrative qui parle de soigner des personnes, des malades, avant de soigner des maladies. Il en parle dans son tout dernier livre qui s'appelle « L'art de soigner ». Véronique nous dit, après presque 7 ans de traitement et une énième récidive, je ne sais pas si j'accepterai le prochain protocole. Mon corps va bien, mais ma tête est épuisée. Je n'arrive plus à retenir mes rendez-vous, je suis à saturation, je voudrais qu'on me laisse tranquille. Merci Véronique pour ton honnêteté, d'être honnête et de dire que parfois on n'a plus envie d'accepter les traitements. C'est un fait, et c'est un fait sur lequel j'aimerais réagir parce que j'y ai été confrontée en tant que soignante. J'ai déjà rencontré des patients qui ne voulaient plus de traitement ou ne voulaient tout simplement pas de traitement dès le début, vu le pronostic, ils préféraient ne pas en recevoir. C'est quelque chose qui est difficile à accepter en tant que soignant, face auquel on se sent parfois impuissant de voir que certains refusent les traitements. Mais c'est aussi un droit et on doit apprendre à l'accepter et à accompagner là-dedans. Parce que j'aimerais juste rappeler que quand on refuse un traitement, ça ne veut pas dire qu'on les refuse tous. Et moi, je sais que la patiente qui nous avait refusé le traitement pour son cancer, elle voulait pas le traitement curatif, mais elle était d'accord pour être accompagnée dans la gestion de la douleur, etc. Et c'est vrai que je trouve ça très honnête parce que c'est pas facile de reconnaître qu'on veut pas, mais on a ce choix et cette charge mentale qu'on porte, c'est une charge mentale différente qui est portée par ceux qui font ce choix-là, mais ça existe et c'est important d'en parler, je trouve. Ah, merci Camille. Vraiment, vraiment important. Florence nous écrit « Ah là là,
enfin écrit avec les mots que je ne trouvais pas sur ce ressenti que personne ne semble véritablement comprendre. Les soignants faisant leur travail pour ne pas passer à côté de quelque chose, donc plein d'examens médicaux, et nous, notre corps, notre tête, qui dit stop, je n'en peux plus, avec une impression qu'ils tiennent plus à notre vie que nous, à essayer de trouver le truc qui tourne par rond dans notre corps. Une envie de fuir tout examen médical, dentiste, ophtalmologue compris. Je passe mon temps à élaborer des scénarios pour y échapper. En tout cas, merci, j'attends avec impatience ce podcast. Marianne nous écrit « C'est vrai que le burn-out médical, on n'en parle pas. Chimio toutes les 3 semaines, sous-cote ensuite, injection pour renforcer les os, puis injection dans chaque fesse d'hormonothérapie, et on recommence le mois d'après. Il y a des moments où on se dit « J'ai pas envie, mais alors vraiment pas envie. » Pour me rebooster, je me dis « Arrête de te plaindre, une dialysée va tous les 2 jours, donc c'est reparti pour un tour. Mais à la prochaine prise de sang, c'est reparti. Va-t-elle savoir me piquer, etc. » Être soignante avant et se retrouver de l'autre côté, je ne vois plus les choses de la même façon. Merci Delphine. Oui, c'est vrai que chaque charge mentale est différente et je pense qu'au final, il n'y a pas de comparaison. Mais c'est vrai que les personnes qui vivent avec une dialyse, que ça soit à domicile ou à l'hôpital, parce qu'il y en a aussi à domicile, ont là une très lourde charge mentale à porter. Surtout que c'est des soins longs. C'est très long la dialyse, surtout pour ceux qui sont à domicile, parce que ça se lave en fait à l'intérieur de l'abdomen. Et c'est des soins qui sont répétés parfois à vie, pendant très longtemps, ou en tout cas jusqu'à qu'une greffe soit possible. Ce parcours-là, c'est vraiment un parcours que je vais découvrir bientôt. C'est ce que tu m'as dit, oui. Ouais, parce que la semaine prochaine, je commence un stage en hôpital de jour pour dialyse avec les patients. Donc, je vais pouvoir les accompagner à essayer, en tout cas, dans ce parcours difficile qu'est la dialyse. Un parcours long et qui, souvent, en tout cas, donne l'espoir d'une greffe. En tout cas, beaucoup ont l'espoir d'avoir une greffe. Mais c'est vrai que c'est long, surtout quand c'est des enfants qui sont concernés, parce qu'on n'oublie pas les enfants qui sont aussi sous dialyse, avec leurs parents qui doivent les accompagner. Et c'est vrai que c'est une charge mentale lourde à porter au quotidien. Mais c'est-à-dire qu'en fait, il y a tellement de gestes médicaux en permanence. En fait, c'est ça. des poches et des aiguilles, c'est beaucoup. Ouais. Énormément. Ouais. Et en plus, c'est absolument vital. Parce que le rein, on n'en parle pas souvent du rein, mais il a une fonction... En fait, il permet de nettoyer tous les déchets dans notre corps, ou en tout cas une grande partie, qui vont s'éliminer ensuite dans les urines. Et quand le rein ne fonctionne plus, le problème, c'est que ces déchets ils vont s'accumuler dans le reste de notre corps, dans le sang, et ils vont devenir toxiques. Et c'est pour ça que l'épuration, le nettoyage de ce sang est hyper important. Oui, et puis dans le cas de la dialyse, on disait que certains patients reportaient parfois un examen médical, mais là, c'est pas possible, quoi. Non, c'est vraiment vital. C'est vraiment vital. Oui. Et d'ailleurs, parfois, elle doit être mise en place en urgence, notamment dans les insuffisances rénales aiguës, même chez des enfants, très tôt. Et c'est vrai que, parce que si trop de déchets s'accumulent, ça peut devenir mortel et ça peut entraîner des comas, etc. Et c'est pour ça que c'est quelque chose qu'on le suit et qui est très lourd, mais on essaye d'accompagner au mieux, en tout cas dans cette épreuve. Et ça me fait d'ailleurs penser à autre chose, c'est qu'on dit que la dialyse est lourde à porter, ce qui est totalement vrai. Mais on dit aussi que la greffe est libératrice de ce côté-là, mais il ne faut pas aussi oublier les greffés, à qui je pense notamment en parlant de ça, qui eux aussi ont une charge particulière à porter parce qu'ils doivent prendre leurs médicaments. Oui, les anti-rejets. Ouais, leurs médicaments à heure fixe, toute leur vie. Et être très surveillés pour que les dosages soient bien équilibrés. Et c'est vrai qu'eux aussi, ils ont cette charge à ne jamais oublier leur traitement. Et eux aussi, ils doivent vivre avec, même si la dialyse ne fait plus partie de leur vie, ou même pour les autres greffes, parce qu'il n'y a pas que le rein. Ils ont besoin aussi de ces traitements qui leur permettent de rester en vie. Je terminerai par le témoignage de Bernadette. Elle nous écrit « Je comprends tout à fait ce sentiment. J'ai toujours ce nœud à l'estomac quand je dois me rendre à mes examens de contrôle. J'ai juste envie que tout ça soit derrière moi, mais je sais que ça ne le sera jamais vraiment. Je dois apprendre à vivre avec, et moi qui viens d'une île où c'est le désert médical, où les gens meurent jeunes, faute de pouvoir se faire soigner, j'ai parfois cette culpabilité de me dire « ai-je le droit de me plaindre ?»
compliqué de se positionner entre le désert médical et le trop médicalisé. J'aimerais tellement offrir un peu de ce trop pour sauver ceux qui sont dans un désert médical, souvent emportés par la maladie, faute de soins. J'aimerais beaucoup réagir à ce témoignage parce que c'est vrai que les examens de contrôle, c'est particulier parce qu'au final, dans certains moments, la maladie, elle est plus là, elle est considérée comme guérie, mais il faut continuer à surveiller sur le long terme. Et c'est vrai que c'est pas facile parce que les patients qui vivent ça, souvent au quotidien, ils pensent plus à la maladie, ils ont plus de traitement, ils ont repris une activité professionnelle, ils sont avec leur famille, ils ont eu des enfants, bref, leur vie a totalement changé par rapport à la maladie parfois. Et pourtant, ces examens de contrôle restent, et il reste une charge mentale à porter, parce que souvent, quand on parle avec eux, on se rend bien compte que ça leur ramène les souvenirs de la maladie, bien sûr, parce qu'il y a la peur que ça revienne, la peur de recommencer les traitements. Et c'est vrai que cette charge mentale-là, elle est très particulière, je trouve, parce que la maladie n'est plus là, mais la charge mentale persiste. Et c'est pour ça que je trouve ça très important de parler de ce sujet de burn-out médical, comme on disait, et d'en parler de façon très large, que ça soit quand la maladie est là, quand la maladie est chronique et qu'elle persiste, ou quand la maladie est guérie, mais les cicatrices restent, ou même quand c'est lié au traitement, juste aux actes médicaux, parfois pas forcément liés à une maladie, mais juste à une expérience traumatisante qu'on a eue occasionnellement dans sa vie. Et c'est, je trouve, super important d'en parler. Mais Camille, là, je pense qu'on ne pouvait pas avoir une meilleure conclusion. Vraiment, merci mille fois d'avoir documenté tous ces propos avec tes 2 casquettes qui sont très très riches parce que voilà, c'était important pour moi d'avoir un médecin, futur médecin. Hein. Oui, futur encore, il me reste quelques années. Voilà, et patiente qui souffre de douleurs chroniques. Donc c'est vraiment très courageux de ta part d'avoir témoigné avec ces 2 casquettes. Et puis merci pour tout ce que tu fais dans Joy Your Fight. C'est vraiment, vraiment, vraiment très utile. Et puis je pense qu'on peut dire, n'hésitez pas à contacter Camille si vous voulez témoigner. Avec plaisir. Voilà, tu es toujours prête à accueillir des témoignages. Sur le burn-out médical, par exemple. Sur le burn-out médical, par exemple. Merci beaucoup, Camille. Voilà, j'ai voulu rassembler tous ces témoignages extrêmement touchants et humains. Il y en avait beaucoup d'autres. Pourquoi ? Pour se sentir moins seul. Pour se dire qu'on n'est pas fou ou folle, pour légitimer ce qu'on ressent, ce que l'on vit, pour aussi permettre de dire quand ça ne va pas, quand on n'en peut plus, pour tenter de mettre des mots sur les mots et de donner moins de puissance aux mauvais souvenirs, à ceux qui nous ont foutus dedans. Voilà tout simplement ce que je rêvais de vous apporter dans ce podcast. J'espère qu'il vous aura fait du bien, qu'il vous aura apporté un petit peu de douceur et que vous aurez ressenti un peu de compassion pour vous-même. C'est magnifique la compassion, mais c'est parfois plus facile de la ressentir pour l'autre. Je vous souhaite le meilleur et je vous embrasse bien fort. Je vous remercie de tout cœur de nous avoir écoutés. N'oubliez pas de vous abonner si vous souhaitez recevoir les notifications des prochains épisodes. Et puis si vous avez apprécié cet épisode, ça me ferait vraiment très plaisir que vous me laissiez une bonne note, comme à l'école, 5 étoiles, et peut-être même un commentaire ou un partage sur les réseaux sociaux. Parce que c'est grâce à vos étoiles, vos commentaires, vos partages que le podcast pourra aider plus de femmes encore, et c'est tout ce que je souhaite. Donner ou redonner espoir, ce serait les coups toutes ensemble, partager nos joies, nos peines et célébrer toutes les princesses et guerrières de ce monde. Si vous désirez vous aussi partager votre histoire, n'hésitez pas à me contacter via le blog Cancer je gère, cancer-je-gère.blog. Il y a des instructions pour le partage de témoignages. Et puis je vous embrasse tous et toutes très très fort. Prenez soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine. Gros bisous!